d'humilité. De voir, ça prend beaucoup d'humilité de présenter à des Freeman et Van Napoleon, pour qui j'ai une complète admiration pour leur projet, leur méthode, le travail qu'ils font, c'est vraiment exceptionnel. Notre projet porte sur la tradition, l'accès à la terre et gestion des ressources, perspective du droit Innu et du droit étatique québécois. Si je me suis engagé dans ce projet-là au départ, c'est parce que je voyais une possibilité de mieux connaître d'un côté la culture juridique Innu, d'un côté, et puis de mieux comprendre, je dirais, les systèmes de domination qui se sont instaurés au Canada au cours des 150 dernières années, et puis engager une réflexion authentique sur les interrelations entre ces systèmes-là et éventuellement de découvrir des alternatives, parce qu'un jour ou l'autre, on devra arriver avec une alternative. On s'est engagé dans ce projet-là avec l'idée d'engendrer une revalidation effective éventuellement puis d'opérationnalisation de nos principes puis de nos lois contenues dans nos traditions orales. Et avec l'idée d'offrir une nouvelle base critique pour porter un regard sur le droit étatique et puis les systèmes de domination au Canada. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est le premier rapport de nos travaux de la dernière année, qui a consisté d'un côté à documenter la tradition orale Innu, les grands principes dans la tradition orale Innu, à travers d'un côté les récits qui avaient été recueillis, principalement par Sylvie Vincent et Joséphine Bacon pour les 30 dernières années. Alors, je tiens à rendre hommage à Sylvie pour son travail exceptionnel, sans lesquels ce rapport-là n'aurait jamais pu être complété. Alors, on a analysé plus de 160 récits, un travail exceptionnel. Alors, c'est vraiment une chance, un privilège de travailler avec Sylvie. Je dis, on dénonce, comme premier peuple, souvent on va dénoncer l'appropriation par les chercheurs de nos cultures et de nos savoirs. L'idée n'a jamais été de s'approprier les travaux de Sylvie, puis je veux reconnaître vraiment que Sylvie a fait un travail exceptionnel. Et puis que je pense qu'on en est très reconnaissant. Merci Sylvie. Et puis de notre côté, c'est notre travail à porter sur les... regarder, je dirais, le système juridique au Québec tel qu'il est, avec toutes ces lois, tous ces fondements. Et puis on a, pour, dans une deuxième étape, comparer ces systèmes. Alors, on va vous présenter premièrement la synthèse de nos résultats concernant le droit étatique québécois. Alors, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je souhaite simplement dire que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir joint cette équipe. Concernant le droit étatique, simplement faire peut-être un cadre général. Donc, le Québec, c'est un État fédéré qui est régi essentiellement par un régime de nature, donc un régime parlementaire, qui affirme évidemment sa souveraineté sur les terres et les ressources. Donc, toute la question des règles, des processus, des acteurs doit être entendue dans le cadre d'un État fédéré qui affirme qu'il y a une grande affirmation donc, en ce qui concerne la souveraineté sur les terres et les ressources. C'est un régime qui est relativement décentralisé et dans le fond, qui va être régi par, qui va avoir une compétence de principe, donc une compétence provinciale de principe sur les terres et les ressources, qui va être également, auquel on doit ajouter également une propriété publique de principe, donc sauf exception, la propriété va être non pas de compétence, mais va être une propriété publique provinciale. Une grande caractéristique du régime étatique, c'est la segmentation importante, non seulement conceptuelle, mais également spatiale. Donc, il y a une segmentation de l'espace, donc il y a imposition de limites, de frontières, toutes sortes de limites, que ce soit dans le régime de droit minier, encore forestier. Donc, il y a différentes limites spatiales qui vont se superposer. Segmentation également conceptuelle, donc simplement à titre d'exemple, je pense que pour être en mesure de rédiger le rapport sur l'accès et la gestion des terres, il a fallu évaluer essentiellement 5 ou 6 régimes de droit particuliers différents, donc régime minier, régime forestier, régime des eaux, environnement. Donc ce sont différents régimes avec leur propre, je dirais, compréhension de l'espace, leur propre valeur et autres. Donc, cette segmentation conceptuelle spatiale, c'est peut-être une des premières grandes caractéristiques de la conception territoriale, foncière, qui se dégage du régime de droit étatique. Ce qui m'amènerait donc d'abord à vous parler des principes, peut-être que, donc, y aller très simplement.
Donc, j'ai déjà parlé du principe de la souveraineté sur les terres et les ressources. Donc, je pense que c'est vraiment le principe cardinal qui est affirmé donc, de différentes manières dans l'ensemble des lois qui portent sur la terre et le territoire. De façon générale, également, on va retrouver une propriété collective du territoire qui va mettre en place, en fait, le principe du respect de l'intérêt général. Donc, la gestion doit être faite, finalement, au Québec, conformément, en fait, du moins, dans le but de respecter l'intérêt général. Donc, ça, c'est, je dirais, le principe de base. À ce principe-là vont s'ajouter plusieurs autres principes, principe de multifonctionnalité, principe également, j'en ai énuméré quelques-uns sur la fiche, donc multifonctionnalité, conservation, également le principe de réconciliation ou de conciliation lorsqu'il s'agit notamment des droits des peuples autochtones. Donc ce sont des principes qu'on va retrouver de manière expresse dans les lois. Et bien sûr, il y a l'énonciation formelle du droit et ensuite il y a la concrétisation, l'opérationnalisation de ces principes-là, donc qui doivent être distingués. Certaines des valeurs qui vont ressortir là, de ces régimes-là. D'abord, je pense qu'on est clairement devant un régime qui conçoit le territoire suivant une conception utilitariste. Qui vise en fait l'appropriation des terres, des ressources dans un but de commercialisation dans le cadre d'une économie de marché. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le principe cardinal là, avec lequel on doit joindre donc, le principe de souveraineté. Importance de la collectivité qui va se manifester par le respect du milieu, la responsabilité à l'égard du territoire, la responsabilité donc, du milieu humain, mais également du milieu environnemental. Et là, bien, il y a toute la question de la hiérarchisation des valeurs, hein, quelles sont les valeurs dominantes, quelles sont les valeurs minoritaires, dans quelle mesure est-ce que certaines valeurs sont plus minoritaires que d'autres, donc toute cette question-là de hiérarchisation des valeurs, je pense que c'est une question en soi qui n'a pas été étudiée de manière approfondie dans le cadre de cette étude, mais c'est une question quand même qui me semble importante. S'agissant des règles, la façon dont on a fonctionné dès les premières rencontres qu'on avait eues avec Sylvie, Joséphine et Pierrot, c'est que pour être en mesure finalement de faire ressortir les règles de différents régimes juridiques, on s'est intéressé, en fait, on a distingué les catégories de droits et les différentes responsabilités. Donc, on a fait une distinction entre les droits et les responsabilités. Et à partir de cette distinction entre droits et responsabilités, puis on a essayé finalement de clarifier quelles étaient les différentes catégories de droits, quelles étaient l'ensemble finalement des responsabilités qui étaient exercées ou qui étaient prévues dans l'ensemble de ces régimes. S'agissant de l'accès, on va retrouver donc en termes de règles juridiques plusieurs formes d'accès, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, il va y avoir une liberté d'accès en ce qui concerne les terres publiques. Donc, c'est un principe, une règle qui va être énoncée dans les différents régimes qu'on va retrouver sous différentes formes. Donc, liberté d'accès aux terres, mais parfois liberté d'accès également aux ressources. Je pense par exemple aux ressources minières, un accès limité à certaines ressources. Je pense aux ressources fauniques, ressources forestières, donc un accès limité cette fois. Et on va également retrouver des accès exclusifs ou partagés suivant d'autres catégorisations. Donc, si on pense aux terres de réserve, accès exclusif aux terres de réserve. Également un accès partagé cette fois en ce qui concerne le titre aborigène. Donc, accès exclusif également, évidemment, en ce qui concerne la propriété privée, qui est une catégorie vraiment bien présente là, en droit québécois. S'agissant cette fois de la gestion, encore une fois, différentes catégories de droits. Hein, donc, c'est toujours cette fameuse segmentation conceptuelle de l'espace. Donc, il y a plusieurs catégories de droits. Donc, des droits réels, on pense par exemple à la propriété publique. Droits réels également, donc, en ce qui concerne donc, des droits réels qui sont possibles hein, en ce qui concerne le régime minier. Des droits personnels également vont être prévus. Dans l'ensemble des régimes de gestion, donc que ce soit en matière forestière, minière, donc la possibilité d'obtenir des permis, des autorisations pour faire des prélèvements de ressources,
D'autres formes de propriété collective également vont être prévues. Je pense cette fois-ci au titre aborigène où on va avoir un droit, une propriété collective. Je terminerai maintenant sur la question des processus et des acteurs. Comme je l'ai mentionné, on est dans un régime parlementaire, donc le principe, en fait, l'organisation, le processus de délibération majoritaire va être le processus, peut-être le principal processus de décision. Il y a une importante délégation en matière de gestion des ressources, ce qui fait qu'en plus donc de cette délégation qui va permettre là, aux agents administratifs d'avoir un rôle important en matière de gestion des ressources, on va retrouver également un rôle important pour les juges, donc en ce qui concerne notamment l'imposition de sanctions pénales, civiles, administratives. Et en parallèle donc à ce droit formel, on va également retrouver d'autres formes de processus décisionnels, des processus de consultation, des processus de négociation également, qui vont permettre peut-être à d'autres acteurs non étatiques de prendre leur place. Je pense par exemple aux entreprises, donc le rôle pour les acteurs privés dans la gestion des ressources, que ce soit en matière minière, forestière ou autre. Avant d'aborder la question le sujet, le droit inou, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte socio-culturel, documenter sa propre culture juridique, ça nous plonge dans notre histoire. Et puis, un des contextes, c'est le rapport au passé, la difficulté, quand on commence à creuser, de s'intéresser à la pensée des anciens, aux récits anciens. On sent le poids de 400 ans de tentatives. Le mot n'est pas je pense que c'est pas aller trop loin de dire tentative d'usurpation des territoires et des ressources, entre autres par l'effacement de ces mémoires culturelles, de ces cultures juridiques pour légitimer finalement le colonialisme et puis l'appropriation complète, surtout les 150 dernières années. Alors nous, comme chercheurs autochtones, on porte le poids de toutes ces humiliations, de ces dommages, et puis la difficulté d'accéder à la culture d'une certaine façon. Alors, ces dynamiques font partie de la réalité, puis il y a un poids qui peut être extrêmement lourd, à mesure qu'on plonge dans nos traditions, dans nos philosophies anciennes. Dans le présent, on est toujours face à la réalité du présent. Et puis, ces rechercheurs doivent nourrir, doivent aider, comme disait Adley, plutôt aider à résoudre ces problématiques, ces enjeux, nous renforcer. Alors, c'était fascinant de se plonger dans ce qu'on appelle le droit inou. Au niveau des grands principes, d'abord, que le territoire reçu en partage et habité depuis très longtemps, et puis en fait, il n'y a jamais eu de cession ou d'abandon du territoire à quiconque, et que d'une certaine façon, que ce soit la France, ensuite l'Angleterre, aujourd'hui les Canadiens, aucun ne peut vraiment revendiquer ces territoires-là parce qu'au fond, c'est les Premières Nations qui sont les maîtres jusqu'à aujourd'hui de ces territoires. Ça fait partie de la conception. Des grands principes énoncés dans les récits. Le territoire connu et aménagé, que pour affirmer qu'on détient un lien avec le territoire, qu'on détient un lien à partir de le territoire, il faut connaître ce territoire-là, il faut l'avoir aménagé, il faut l'avoir parcouru, puis en connaître l'histoire. Ça, c'est une prérogative. Il faut y avoir investi du temps, du travail. Chez les Inuits, il y a cette conscience d'avoir été les premiers à connaître et aménager leur territoire. Alors, c'est le principe fondamental. Ensuite, le territoire comme source de vie, évidemment, les rivières, les animaux, le gibier, les fruits, les médecines, les minéraux, le bois, tout. C'est notre garde-manger, c'est notre lieu de vie, c'est la source de toute notre vie, et puis la plus grande assurance pour les générations qui viennent. Et un message qui revient, c'est ne cédez jamais votre terre, comme on recommande les aînés aux jeunes. C'est ce qui nous a fait vivre, qui nous fera vivre. Cette terre-là est fondamentalement inaliénable.
Hein? Parce que sa valeur est tellement grande que qui pourrait juger de sa valeur? Je compare souvent ça à un grand diamant. Un diamant tellement immense que personne ne pourrait évaluer sa valeur. C'est le lieu où nos arrière-grands-parents sont nés et sont morts. C'est le lieu où nos parents sont nés, c'est le lieu souvent que les gens sont nés. C'est là que la langue, la culture se sont modelées, se sont transmises de génération en génération. Sans territoire, il n'y a aucune identité possible chez nous. Alors, les Inuits sont maîtres du territoire, et puis ça depuis et après l'arrivée des Européens. Et c'est le terme maître dans le sens de contrôle, d'en avoir la maîtrise et d'en avoir la responsabilité aussi, entre autres pour les générations futures. En ce qui concerne les valeurs, évidemment, la responsabilité est centrale dans la conception Inuit du territoire. Inumitam, c'est posséder, prendre soin de quelque chose dans le sens de s'en occuper, d'y veiller, de le conserver aussi. C'est comme ça qu'on rendrait l'idée de la possession dans la conception Inuit, de veiller sur le territoire. C'est un sentiment profond de responsabilité et puis d'être les gardiens. Alors en résumé, disons que les Inuits sont maîtres de leur territoire, ils en sont responsables, ce qui signifie qu'on doit en prendre soin, en être les gardiens, conserver en faisant respecter son intégrité, respectant ses ressources, pour que chaque génération puisse le transmettre à la génération suivante. Et puis pour ça, il y a des règles incontournables pour permettre le respect de ce territoire-là et sa transmission intégrale. Brièvement, la protection et l'obligation de demander la permission d'y entrer. Chaque premier peuple était responsable d'une partie de ce grand territoire-là, les Inuits, incluant les Inuits. Et puis pour préserver ce territoire-là et son accès, il y avait différents stratagèmes face aux ennemis, face aux gens qui venaient de l'extérieur, allant de la persuasion à la coercition, si je peux me permettre. Concernant la préservation des ressources, alors il y a des règles de base, la règle du non-gaspillage, c'est-à-dire la frugalité, prendre les choses, sacrifier toujours en fonction de nos besoins, des besoins réels, à tous les niveaux, incluant au niveau de la consommation. On gaspille jamais rien, on respecte. Toute vie, incluant la neige, incluant l'eau, incluant la moindre chose qu'on prélève du territoire. La règle du respect de tout ce qui vit. On n'offense pas les animaux, on n'offense rien. On n'offense aucune entité sur le territoire. Ensuite, la protection des espèces vulnérables. On est attentif, on tient compte de la condition des animaux, de leur cycle, de leur capacité. Puis il y a toute une dimension plus profonde de consentement, je dirais, dans notre relation avec les animaux. On doit demander leur consentement, on fait les choses toujours dans un respect profond. Ensuite, la règle du partage, un impératif de solidarité, de partage des ressources en fonction des besoins de toutes les personnes, une dimension humanitaire, de solidarité au sein des communautés, de la communauté. Mais aussi face aux autres qui viennent demander notre aide sur le territoire, qu'on a donné leur consentement ou non, et face je pense aux réfugiés, on aide les gens, même les gens qui sont considérés comme nos ennemis. Ensuite, la règle de la transmission. Le chef de famille souvent indiquait avant de mourir qu'il transférait la responsabilité de son territoire. Et la transmission se faisait envers la personne qui connaissait le mieux ce territoire-là et qui serait le mieux en mesure d'en prendre soin. Alors, les prochaines étapes, évidemment, le rapport 2, on va se mettre là-dedans. Alors, il y a toujours l'idée de jouer le travail de Hadley puis de Val, et puis vraiment, l'idée après ça, c'est d'aller vraiment connecter, de faire une tournée des communautés, aller rencontrer les gens, et puis poursuivre la conversation, entre autres, avec les aînés, porter un regard sur ces enjeux-là pour les approfondir. Et évidemment, ce serait bien, je pense, de regarder des partenariats. L'Université Laurentienne avec les communautés autour, les gens s'intéressent à ces méthodes, à ce qu'on fait, mais en particulier ce qui se fait aussi à Just Law Research Unit. Alors, je pense qu'au niveau des transferts de méthodologie, on aimerait contribuer à accélérer ce transfert de méthodologie. Entre autres avec les communautés Anishinaabe et du Nord de l'Ontario. Alors ensuite, il y a différents projets de publication, des événements. On aimerait organiser quelque chose l'année prochaine à l'Université Laurentienne, réfléchir sur les alternatives. Et ensuite, finalement, l'Institut des premiers pas va être créé en décembre. Ça va passer au Sénat de l'Université en décembre
Normalement, en janvier 2016, l'Institut devrait être opérationnel. Alors, on a 20 profs autochtones à l'université qui sont les membres fondateurs de ce nouvel institut-là. J'en parlerai plus l'année prochaine, puis on espère vous inviter. Alors, juste un petit mot pour conclure rapidement. Une des évidences, comme chercheur autochtone, je dirais, c'est que la domination est là, et puis elle est là depuis très longtemps. Et puis, il faut impérativement chercher une alternative. Et puis ça passe par une revalidation très concrète sur le terrain de nos cultures juridiques. Et qu'il y a un principe fondamental qui va demeurer, de mon point de vue, tant qu'on est nous autochtones, c'est la non-aliénation de la terre. Puis ça, il va falloir trouver une alternative qui va tenir en compte de la conception autochtone de la souveraineté et de ce lien inaliénable avec le territoire. Et trouver une alternative, sans reprendre les mots, à cet apartheid canadien qui existe depuis 150 ans, qui est insoutenable. J'espère que ce projet va pouvoir, dans une humble mesure, apporter une contribution, une réflexion sur l'alternative à tout ce système. Alors, je vous remercie.